Un jeune garçon en uniforme scolaire court à perdre haleine, poursuivi par une petite créature. Même s'il sait que crier ne sert à rien, puisqu'il est totalement isolé, il ne peut pas s'en empêcher. Il ignore complètement ce qui le traque. C'est alors qu'une voix féminine, au ton presque enfantin mais étrangement détaché, lui révèle enfin la vérité. Il est poursuivi par un simple lapin cornu de niveau 1. Comme une téléopératrice fatiguée, la voix lui demande ensuite s'il a besoin d'autre chose. Le garçon, paniqué, supplie juste de ne pas être laissé seul. Mais dans sa fuite, il glisse et tombe. Le lapin en profite immédiatement pour attaquer et transpercer son sac avec sa corne. Par chance, le garçon chute directement sur la tête de la créature. Et ce qui se passe ensuite est si brutal que la scène semble presque censurée. Pendant ce temps, une elfe marchant dans la forêt entend une voix masculine lui conseiller d'aller vers l'est, car quelque chose de précieux va y tomber. Intriguée, elle s'arrête pour réfléchir. Mais sa concentration est brisée lorsque les boutons de son chemisier cèdent sous la pression, révélant toute la puissance de sa poitrine. De retour au garçon. En une fraction de seconde, il est passé de proie à survivant. Soulagé d'être encore en vie, il regarde autour de lui, sans comprendre où il se trouve. Son téléphone ne capte aucun réseau. Quant à la voix qu'il a entendue, peut-être une hallucination due à la faim, car il a terriblement faim. Son regard se pose alors sur le cadavre du lapin. Il se demande d'abord si la viande est comestible, mais il n'a aucun moyen d'allumer un feu. La voix intervient de nouveau, confirmant que l'animal peut être mangé, et qu'il serait préférable de le cuire. Ne sachant que faire, il décide d'emporter le corps avec lui, au cas où. Après avoir rangé le lapin dans son sac, il en profite pour poser une question à cette mystérieuse voix. Où est-il exactement? Mais la réponse est étrange. La voix lui explique simplement que son sac est un objet porté sur le dos, fabriqué à partir de matériaux inexistants dans ce monde. Le garçon est alors fasciné. Il réalise qu'il a en lui quelque chose qui répond précisément à toutes ces questions. Excité, il commence à poser des questions absurdes, comme ce que sont le ciel ou la terre. Et lorsqu'il demande ce qu'est le sol sous ses pieds, la réponse tombe. Le dévoreur de labyrinthe, niveau 273. Une réponse totalement incompréhensible pour lui. Mais, fidèle à son âge, cela ne l'inquiète pas vraiment. Au lieu de cela, il fait une nouvelle demande. On lui annonce que son nom est Maneb Hibiki, un évaluateur provisoire de niveau âgé de 16 ans. Jusqu'à présent, Hibiki pensait n'être qu'un simple lycéen, et maintenant il doit comprendre pourquoi il est devenu un évaluateur provisoire. Comme la voix mystérieuse ne répond pas à cette question, il demande au moins qui elle est. On lui répond qu'elle est le support de statut, bien qu'elle ne puisse pas répondre aux questions concernant ses propres informations. Toujours confus, le garçon consulte son statut et découvre un certain nombre de compétences étranges, telles que l'évaluation, le coffre au trésor, la carte du monde, la traduction et le tutoriel. N'ayant rien d'autre à faire, il teste la compétence qui lui semble la plus impressionnante, les yeux du sage, prenant une pose typique de protagoniste d'anime et criant pour activer ce pouvoir supposément magnifique. Cependant, lorsqu'il réalise ce qui s'est passé, il comprend qu'il s'est simplement ridiculisé, car rien ne s'est produit. Se sentant gêné, il essaie ensuite le tutoriel, mais on l'informe que cette compétence est déjà en cours d'utilisation. Ne comprenant toujours rien, il tente la carte du monde et se retrouve déçu de constater qu'il ne s'agit que d'une simple carte avec très peu d'informations, comme une ligne tracée montrant le chemin qu'il a parcouru dans la zone qui, d'ailleurs, consiste principalement en des mouvements circulaires, indiquant qu'il n'est pas très doué pour s'orienter. Quoi qu'il en soit, avec ce qu'il a, le garçon continue son voyage vers n'importe où, jusqu'à ce qu'il trouve une route qui pourrait être sa sortie de ce vaste champ vide. Après un autre faux pas, il tombe face contre terre sur les pierres de la route et se plaint de leur température. À ce moment-là, il reçoit le titre « Rejeté d'un autre monde ». Comprenant de moins en moins ce qui se passe, Hibiki est soudain confronté à un monstre ressemblant à un chien, mesurant près de 3 mètres. La créature a l'air féroce et prête à le dévorer, mais elle est surprise par le cri de Hibiki et reçoit immédiatement une attaque magique à la tête. Hibiki regarde en direction d'où provenait cette attaque et voit qu'il s'agissait d'une flèche tirée par une elfe, heureux d'avoir trouvé une autre personne. Il entend la voix activer la compétence de traduction afin qu'il puisse communiquer, soulagé que le garçon soit indemne. Elle se présente sous le nom d'Emilia et lui demande comment il est arrivé là. Cependant,
Hibiki ne se concentre que sur ses oreilles pointues, les fixant jusqu'à conclure avec joie qu'elle doit simplement faire du cosplay d'elfe. Ne le comprenant pas du tout, la femme lui demande ce qu'il faisait dans la prairie du dévoreur de labyrinthe. Comme prévu, il répond qu'il n'en a absolument aucune idée, rendant la conversation de plus en plus confuse. Au milieu de celle-ci, Hibiki consulte son statut et découvre qu'elle s'appelle Emilia Steinbart, une archère spirituelle de niveau 3, âgée de 56 ans, dont la compétence spéciale est l'ouïe spirituelle. Par ailleurs, il est choqué lorsqu'il voit son âge, car elle n'avait pas l'air âgée à première vue. Emilia explique que le dévoreur de labyrinthe est un monstre qui se camoufle dans le champ et n'attaque pas directement ses cibles. Il ne le fait que lorsqu'elles sont épuisées après s'être perdues dans cet endroit. Fière qu'une personne si jeune ait survécu à une possible tragédie, la femme aux oreilles pointues lui offre une étreinte réconfortante pour lui montrer son inquiétude. Cependant, lorsque Hibiki dit qu'il a en réalité 16 ans, l'elfe le secoue d'incrédulité, incapable d'accepter qu'un humain de sa taille soit déjà considéré comme adulte. Cette nuit-là, tandis qu'ils installent tous les deux un pot sur le feu pour préparer la viande de lapin cornu, Hibiki apprend que dans ce monde, les jeunes de 15 ans sont vus comme des adultes. Il décide de laisser cette question de côté pour se concentrer sur le dîner. Peu après, affamé, le garçon dévore la nourriture en un clin d'œil et reçoit une tasse de thé. Profitant de l'occasion pour demander où diable il se trouve, l'elfe lui crache la boisson droit au visage et, après s'être remis de son choc, répond qu'ils sont dans le royaume de Aberastia. Confus, Hibiki explique qu'il n'a aucune idée d'où cela se trouve, puisqu'il vient du Japon, et bien sûr, l'elfe n'a aucune idée de ce que cela signifie non plus. Quoi qu'il en soit, supposant que le jeune homme doit être anxieux après être arrivé d'un endroit aussi lointain et inconnu, Emilia promet de l'emmener à la ville pour lui montrer un peu plus comment fonctionne ce monde. Au moment de dormir, elle active une compétence appelée alarme aérienne pour les protéger pendant la nuit. D'ailleurs, elle trouve très étrange qu'ils viennent juste de se rencontrer et que le garçon ait déjà baissé totalement sa garde, endormi profondément sans aucune gêne. Observant ses vêtements, l'elfe suppose qu'il vient vraiment d'un autre monde et qu'il pourrait être la personne importante dont l'esprit lui a parlé lorsqu'il lui a dit de se diriger vers l'est. Cela dit, l'esprit remercie Emilia d'avoir protégé le garçon. Dans la scène suivante, assis à une table avec deux autres adolescents, Hibiki est réveillé par une femme qui lui demande de se concentrer sur la spécialité d'Amin. Elle s'était préparée à le réveiller. Après avoir pris une gorgée, Hibiki loue la richesse de la saveur et de l'arôme, un commentaire qui surprend Amin à cause de son ton très mature. En réponse, il explique qu'il est déjà un adulte, même s'il mesure environ 3 pieds et 11 pouces. Une amie nommée Kayoko le rassure en lui disant qu'il est encore en train de grandir, et Amin ajoute qu'elle est dans la même phase. Hibiki jette un regard vers la poitrine de la fille et approuve silencieusement, tandis qu'un autre ami à table, nommé Teki, approuve son comportement, en affirmant qu'il a toujours eu de bonnes affinités avec les femmes plus âgées. Par exemple, la fille de la boulangerie qui lui donne toujours un petit extra, ou la vendeuse de la petite boutique qui sourit toujours, ou même la femme mariée de la boutique de bentos. Hibiki pense que tout cela n'est que l'imagination de son ami, mais ce dont il est certain, c'est que les vacances d'été vont bientôt commencer, et qu'il avait hâte de se trouver une femme plus âgée pour acquérir de nouvelles expériences. À ce moment-là, Hibiki se rappelle que les vacances d'été approchaient bel et bien, et que, le dernier jour d'école, il avait essayé d'entrer dans la salle de classe. Quand il a ouvert la porte, il a soudainement vu une lumière vive. Après cela, il est simplement arrivé dans ce nouveau monde où il a été accueilli par quelqu'un dont il ne se souvient plus, se réveillant du rêve au milieu de la nuit. Hibiki regrette ses amis et se demande s'ils s'inquiètent pour lui, mais il est interrompu lorsqu'un des boutons de la chemise d'Emilia le frappe au visage, sans y prêter beaucoup d'attention. Il demande à la voix ce que signifie la lueur verte autour de leur camp. On lui dit qu'il s'agit d'un sort de barrière qui surveille une zone prédéterminée et déclenche une alarme s'il détecte un intrus. En voyant le sort de ses propres yeux, Hibiki conclut qu'il est vraiment dans un autre monde, mais admet qu'il aimerait savoir comment retourner dans le sien. Pour mieux se comprendre, il vérifie ce que sa classe signifie. La voix explique qu'il s'agit d'une classe de rareté de rang B, capable d'identifier les capacités et les caractéristiques. Cependant, sa classe ne possède pas de capacité de combat, même si Hibiki en comprend partiellement le concept. Il ne sait toujours pas pourquoi sa classe est étiquetée provisoire.
Ne recevant aucune réponse de la part de son support de statut, il décide de retourner se coucher. Le matin venu, Emalia rassemble ses pensées et se rappelle qu'hier, elle a passé la nuit à aider ce petit garçon dormant à côté d'elle, ou plutôt cet adulte, puisqu'il prétend avoir 16 ans. Elle réalise alors qu'elle a passé la nuit à côté d'un homme adulte, ce qui la trouble un peu, n'ayant jamais été dans un groupe et ne sachant pas comment ces choses se passent normalement. Elle tente de se convaincre que cela est tout à fait normal. Puis, en remarquant que son bouton s'est détaché, l'elfe pousse un cri et réveille Hibiki. Il replace le bouton pour elle tout en commentant qu'elle a un physique bien développé, ce qui lui vaut un coup qui l'envoie voler à travers le champ. Un peu plus tard, alors qu'ils reprennent leur voyage, Emalia s'excuse pour son geste, mais Hibiki lui assure que ce n'est rien. Il avoue toutefois qu'il ne serait probablement pas en vie s'il n'avait pas pris sa potion, et elle lui explique qu'il se dirige vers la ville de Roel, et que cela devrait leur prendre une demi-journée s'ils continuent à travers la forêt comme prévu. Hibiki s'inquiète des monstres, mais Emalia le rassure en lui promettant qu'elle le protégera. Elle lui demande alors s'il a ressenti l'aura d'un monstre, et il explique qu'il l'a fait grâce à la compétence carte du monde. L'elfe est complètement stupéfaite, car il s'agit d'une compétence de rang ultra rare à lait. Totalement concentrée, elle lui demande ensuite sa classe, et il répond qu'il est un évaluateur provisoire. Emalia pense d'abord à une blague, mais le garçon lui assure qu'il ne comprend pas lui-même ce concept. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il peut sentir les personnes et monstres à proximité et voir les chemins qu'il a parcourus. Presque à bout de nerfs, Emalia lui explique que tout aventurier donnerait sa vie pour posséder une telle compétence, indispensable à la survie. Hibiki, ignorant ce qu'est un aventurier, demande au support de statut et apprend que ce sont des personnes affiliées à la guilde des aventuriers, qui acceptent des missions comme chasser des monstres ou collecter des matériaux en échange de Quoi qu'il en soit, Emilia comprend enfin comment Hibiki a réussi à s'échapper du pré du labyrinthe dévoreur. Mais elle ne parvient pas à comprendre comment ce gamin n'a pas encore réalisé, jusqu'à présent, les pouvoirs qu'il possède, ces mêmes pouvoirs qui expliquent pourquoi il est encore en vie aujourd'hui. À partir de là, elle en tire la conclusion suivante. Hibiki ne peut être qu'un garçon ignorant et naïf, et elle précise qu'elle le dit avec tout le respect qu'elle lui doit. Touchée par ces remarques à peine voilées, Hibiki se dit qu'elle n'a probablement pas beaucoup d'amis, un constat qui le frappe plus qu'il ne s'y attendait. Même ainsi, il lui assure que les deux sont amis. Ces mots semblent déclencher quelque chose chez l'elfe, comme si personne ne l'avait jamais appelé ami auparavant. Laissant cela de côté, le garçon consulte sa carte et remarque qu'ils sont près d'un lapin à cornes de cristal. La simple mention de cette créature plonge l'elfe dans une panique encore plus grande qu'avant. Après tout, cet animal est extrêmement rare, pouvant servir à créer une panacée ou se vendre 200 pièces d'or. Sans perdre une seconde, l'archère entraîne l'évaluateur vers le monstre. Après l'avoir évalué, Hibiki apprend que ces lapins possèdent une compétence appelée évasion, ainsi qu'une autre appelée détection des alentours. Autrement dit, s'approcher de la créature ne sera pas simple. Pourtant, Emilia montre qu'elle est prête en activant ses techniques coupure du son et coupure de l'odeur. Hibiki complimente son intelligence, mais elle réplique immédiatement qu'il est celui d'exception et que toute équipe d'aventuriers voudrait un membre comme lui. Honnêtement, il ne comprend pas comment une classe non conçue pour le combat pourrait être aussi recherchée. L'elfe lui explique que ces classes sont essentielles en arrière-garde, gérant le champ de bataille et prévenant le danger avant qu'il n'arrive. En vérité, Emilia est impatiente d'inviter l'évaluateur à rejoindre son groupe. Cependant, elle a peur de paraître solitaire ou trop pressée, alors elle décide de l'impressionner pendant cette chasse, espérant qu'il sera celui à proposer de former un duo. Décidée, l'aventurière tire sa corde d'arc. Hibiki demande où se trouvent ses flèches. Elle lui explique qu'elle utilise la bénédiction des esprits pour façonner le vent lui-même, et que c'est ce qu'elle tire. Pour le démontrer, Emalia Steinbart libère une flèche magique en direction du lapin. À sa grande gêne, la créature s'échappe facilement. Face à cette situation, l'elfe admet qu'il est impossible de toucher le maudit animal à moins de l'empêcher d'activer sa compétence évasion, ce qui ne peut se produire que lorsque la créature attaque. Dans ce cas, Hibiki se propose comme cible pour le lapin à cornes de cristal. Lors de son évaluation précédente, il a découvert que la créature n'est pas particulièrement intelligente. Avec leur stratégie en place, Hibiki attire le lapin dans un coin et le cercle d'un mur de terre,
ne laissant qu'une sortie étroite où il se tient, exposé et vulnérable. Lorsque le monstre tente de se précipiter pour l'attaquer, il est facilement frappé par la flèche d'Emalia et meurt instantanément. Par la suite, Emalia avoue qu'elle n'aurait jamais imaginé que le lapin à cornes de cristal soit si stupide, surtout assez stupide pour attaquer un humain. À moins, bien sûr, qu'Hibiki paraisse tout simplement faible même pour un monstre, ce qui, il faut l'admettre, semble être le cas. Laissant cela de côté, Hibiki monte de niveau et est surpris par le spectacle visuel psychédélique que produit son système de support de statut pendant le processus. Même ainsi, il ne comprend pas comment il a gagné des points d'expérience alors qu'il n'a pas attaqué du tout. Emalia lui explique que fournir du soutien compte aussi comme participation. Plein d'excitation, elle lève la pierre magique du lapin à cornes de cristal dans les airs et, une fois de plus, un bouton de sa blouse saute. Pendant ce temps, un être divin, assis sur un trône, souhaite à Maneb Hibiki bonne chance, alors qu'il continue à surmonter les obstacles après avoir terminé le tutoriel. Peu de temps après, une fille nommée Yvel s'inscrit officiellement à la guilde et peut désormais travailler comme aventurière. Elle a déjà décidé que sa première mission sera de chercher quelque chose de très important. Hibiki et Amalia arrivent ensuite dans la ville de Raoul, et comme les vêtements étranges de Hibiki risqueraient d'attirer une attention indésirable, Amalia lui propose sa capuche pour se couvrir jusqu'à ce qu'il puisse se procurer de nouveaux habits. Elle lui rappelle également qu'ils vont toucher une somme conséquente après la vente de ce cristal cornu, ce qui leur permettra d'acheter des armures et des armes. En parlant d'argent, Hibiki lui demande combien une pièce d'or vaut ici, mais elle est choquée par sa question, car, de toute chose, Hibiki ignore même comment fonctionne la monnaie. Ne voulant pas lui donner une impression totalement négative, Hibiki fait semblant de blaguer et demande plutôt au système de lui expliquer. Le système lui répond qu'une pièce d'or équivaut à environ 10 000 yens. Ainsi, lorsque Amalia a dit que la corne valait 200 pièces, cela correspond à 2 millions de yens, ce qui explique son empressement à la vendre. Amalia pose alors sa main sur le visage de Hibiki et lui conseille de ne pas paraître complètement ignorant dans cette ville, car s'il n'y prend pas garde, il pourrait se faire arnaquer. Hibiki sait qu'elle a raison, mais la façon dont elle le dit l'agace étrangement. Quelques minutes plus tard, Hibiki et Amalia arrivent à la guilde, et les autres membres sont surpris de voir Amalia, mais encore plus surpris qu'une solitaire comme elle est désormais un ami. Ils ne comprennent pas pourquoi elle traîne avec un enfant, mais Amalia explique que Hibiki peut être verticalement défié. Il est en réalité un adulte. Les aventuriers en déduisent qu'il doit être débutant, alors ils s'excusent de s'être moqués de sa taille et lui souhaitent bonne chance pour son premier jour. Une fois qu'ils s'éloignent, Amalia emmène Hibiki jusqu'à la réception pour rencontrer Jewel, et Hibiki ne peut s'empêcher de remarquer que Jewel a des oreilles de chat. Amalia explique à Jewel qu'elle souhaite vendre un objet et veut négocier en salle privée. Jewel comprend et les conduit dans le bureau du maître de guilde, où Hibiki est présenté à ce dernier, Balls. Dès qu'il voit Balls, Hibiki reste émerveillé, n'ayant jamais vu une forme aussi imposante et parfaite. Balls perçoit que Hibiki est un passionné de muscles, alors il retire sa chemise pour montrer les fruits de ses années d'entraînement. Hibiki est encore plus impressionné et lui demande s'il a des conseils à lui donner. Il avait déjà essayé de s'entraîner pour compenser son manque de taille par la musculature, mais son gabarit trop petit l'avait toujours limité. Bal commence à lui donner quelques conseils utiles pour la musculation, mais Jewel et Amalia commencent à s'impatienter, car elles sont venues pour vendre un objet, pas pour parler de muscles. Elles décident donc de les arroser tous les deux avec de l'eau pour les ramener à la réalité. Une fois qu'ils se sont séchés, tous s'installent pour commencer les négociations. Amalia pose la corne sur la table et Ball est impressionné. Celle-ci est 3 fois plus grande que celle qu'elle avait apportée il y a quelques années. Il lui propose 400 pièces d'or immédiatement, et Hibiki trouve que c'est une très bonne affaire, car Amalia ne s'attendait qu'à 200 pièces. Cependant, il sous-estime complètement l'avidité d'Amalia, car maintenant qu'elle sait qu'elle peut obtenir plus d'argent, elle exige 800 pièces d'or. Balls explique qu'il ne peut pas aller aussi haut, mais Amalia le force à prendre une décision en menaçant d'aller à la guilde de la capitale pour obtenir une meilleure offre. Finalement, Balls cède et accepte de payer 700 pièces d'or, ce qui dépasse largement le budget. Amalia est ravie d'avoir réussi à obtenir une si bonne affaire pour elle-même,
car maintenant Hibiki sera sûrement tentée de lui proposer de former un groupe, et elle ne sera plus une solitaire. Elle est si heureuse qu'elle pourrait sauter de joie, mais peut-être un peu trop, car son bouton décide de faire des siennes, laissant sa poitrine à nouveau en pleine vue. Joel expulse alors Balls et Hibiki de la pièce pour réparer les vêtements d'Amalia, et comme cela va prendre un moment, Hibiki décide d'aller attendre à une table. Pendant qu'il est là, le système l'informe que sa compétence tutoriale de niveau 1 a atteint les conditions de montée en niveau. C'est une bonne nouvelle, mais Hibiki n'est pas exactement sûr de ce que cela signifie, alors il demande des explications. Le système lui explique que le tutorial est une compétence qui accorde une sorte d'armure de plot à ceux qui ont un taux de survie extrêmement faible, et qu'il a été conçu spécialement par Dieu pour s'assurer que Hibiki ne meurt pas dès le spawn. Hibiki a du mal à croire qu'il ait réellement reçu sa compétence de Dieu, mais à ce moment-là, il entend une autre voix dans sa tête, celle du Dieu qui veille sur lui. Il réalise qu'il n'aurait pas pu arriver aussi loin sans l'aide divine, et il en est profondément reconnaissant. Cependant, le Dieu lui explique qu'il doit continuer à faire de son mieux pour rester en vie, car son armure de plot ne durera pas éternellement. Quelques instants plus tard, Amalia revient après avoir réparé sa chemise, mais elle reçoit une lettre de mission concernant sa ville natale, qu'elle ne peut refuser. Elle explique à Hibiki qu'elle ne pourra pas l'emmener avec elle, et s'excuse de devoir quitter la ville pour un moment. Pendant ce temps, dans une caverne sombre, une aventurière cherche quelque chose sans succès, incapable de trouver le moindre indice sur sa localisation. De retour en ville, Amalia demande à Hibiki s'il va vraiment s'en sortir seul, mais il lui assure qu'il peut gérer la situation. Il remercie Amalia pour son aide jusqu'à présent, mais il ne veut plus être un fardeau, il doit donc apprendre à se débrouiller par lui-même. Hibiki prévoit de devenir aventurier, car il a vu quelques quêtes à la guilde qu'un non-combattant comme lui pourrait accomplir. Amalia est ravie de constater que Hibiki a déjà un plan en tête, et pour lui faciliter un peu la tâche, elle lui propose de rester dans la chambre qu'elle loue pour le moment. Elle lui remet une carte et lui explique qu'à son arrivée, il doit demander une dame nommée Tanya, qui s'occupera de lui. Elle promet de le revoir à son retour, mais au moment de partir, Hibiki se rappelle qu'il doit lui rendre son poncho. Amalia lui dit qu'il peut le garder, mais Hibiki pense qu'elle en a bien plus besoin que lui, puisque ses boutons continuent de sauter tout le temps. En repensant à tout ça, Amalia s'enfuit, gênée, incapable de croire que Hibiki a déjà vu sa poitrine 3 fois. Cependant, elle ne fait pas attention à où elle va et finit par heurter l'aventurière qu'on a vue plus tôt. Elle parvient à se retenir avant de tomber et s'excuse immédiatement en demandant si la fille va bien, mais celle-ci ne détourne pas le regard. Un gardien arrive après avoir entendu tout ce vacarme et demande à Amalia pourquoi elle est si pressée. Amalia explique qu'elle se rend en mission dans sa ville natale. Dès que l'aventurière entend cela, elle devient intéressée et demande si Amalia parle du village elfique. Après qu'Amalia a confirmé, la fille affiche un sourire malin. Elle mentionne alors qu'elle se dirige également vers Fernote, donc elle et Amalia devraient pouvoir voyager ensemble. Une fois qu'Amalia est partie, Hibiki passe presque tout son temps à dormir à l'intérieur, et la batterie de son téléphone est complètement vide, donc il n'a rien à faire. Il n'a pas vraiment à s'inquiéter pour l'argent après la vente de la corne, mais il n'a toujours pas trouvé de moyen de retourner chez lui, et le dieu ne lui a plus parlé depuis. Il essaie de demander à Joel si elle sait quelque chose sur un autre monde, mais apparemment, ici cela signifie quelque chose de très différent, car elle devient toute timide et le pointe vers un centre NSFW, ce qui n'est pas ce qu'il cherchait. Hibiki ne veut vraiment pas que les gens se méfient de lui, donc il a évité les interactions ces derniers temps, mais il sait qu'il ne peut pas continuer ainsi éternellement. À ce moment-là, Tanya frappe à la porte d'Hibiki. Elle est venue parce que Hibiki n'est pas descendu pour le petit déjeuner, ou le déjeuner plus tôt dans la journée, et elle commençait à s'inquiéter. Il la rassure en disant qu'il va parfaitement bien, et Tanya est contente de l'entendre. Elle lui rappelle que le dîner sera prêt bientôt et qu'il devrait descendre quand il sera prêt à manger. Hibiki la remercie, et après son départ, il se rend compte qu'il va devoir commencer à gagner de l'argent, car l'argent de la corne ne durera pas éternellement. Il demande alors au système de montrer ses statistiques pour savoir dans quoi il pourrait être bon, et le système fait comme demandé. Hibiki ne sait pas vraiment si ses statistiques sont bonnes ou non, alors il demande l'avis du système. Le système lui explique qu'avec ses statistiques actuelles, il est pratiquement de la chair à canon,
donc il ne devrait même pas envisager le combat en solo pour l'instant. Hibiki s'y attendait un peu, alors il décide de regarder ses compétences pour voir s'il y a quelque chose d'utile. Il découvre qu'il possède une compétence appelée Lady's Magnet, mais il ne sait pas ce qu'elle fait. Il a aussi 2 autres compétences, Contract et Médecine. Il demande au système ce que fait Médecine, car cela semble utile, et le système lui explique que c'est une compétence qui lui permet d'acquérir des connaissances médicales détaillées en téléchargeant 7 années d'études de médecine directement dans sa tête. Cela semble vraiment génial. Alors Hibiki dit qu'il veut l'essayer, mais le système le prévient qu'il ne pourra pas arrêter le processus une fois commencé, et que les livres de médecine sont assez volumineux, donc cela prendra un certain temps. Hibiki est un peu hésitant après avoir entendu cela, mais il décide malgré tout de continuer, et pour une fois, le système semble vraiment déçu par sa décision. Peu après, le livre médical apparaît devant Hibiki, et le transfert d'informations commence, mais cela fait beaucoup plus mal qu'il ne l'avait imaginé. Quelques jours plus tard, le transfert de connaissances est enfin terminé, et Hibiki se sent absolument épuisé, car il n'a ni mangé ni dormi depuis si longtemps. Il décide de sortir pour faire quelques courses et se changer les idées. Après avoir pris un repas, il s'achète un ensemble d'armures et du matériel d'aventure général. Il remarque également que l'acquisition de compétences est beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait pensé. Le système lui explique que toutes les compétences ne nécessitent pas la méthode de téléchargement via livre, donc il n'a pas à s'inquiéter pour ça. Hibiki remarque aussi que le système semble beaucoup plus bavard depuis que son tutoriel a monté de niveau, et puisqu'elle est réellement prête à tenir une conversation avec lui, il décide de lui donner un vrai nom, disant qu'il l'appellera Sapo. Sapo semble plutôt contente de cela. Hibiki retourne à la guilde pour voir s'il y a des quêtes pour lui, mais à ce moment-là, le groupe d'aventuriers qu'il avait rencontré à son arrivée arrive en trombe, car l'un d'eux a été gravement blessé au combat. Le garçon a perdu un bras et une jambe, et il saigne encore abondamment. Si rien n'est fait, il va mourir très vite. Balls aurait pu le sauver, mais malheureusement, Jewel dit qu'il n'est pas en ville pour l'instant, et ils ont essayé toutes les autres magies de soins qu'ils connaissaient, mais rien n'a fonctionné. Hibiki voit dans quel état critique se trouve le blessé, et veut aider, alors il décide d'essayer ses nouvelles compétences médicales pour voir si cela fonctionne. Il s'approche et demande au groupe s'ils accepteraient qu'il examine leur ami. Le groupe est tellement désespéré qu'il n'a guère le choix, et laisse Hibiki examiner le blessé. Après avoir utilisé une compétence d'examen, le système informe Hibiki que l'homme est actuellement sous l'effet d'un poison de cerf, ce qui explique pourquoi son saignement ne s'arrête pas. Il ne lui reste qu'environ 5 minutes avant de mourir, donc le seul moyen de le sauver serait d'utiliser les sorts Soins parfaits et Guérison parfaite. Cependant, utiliser ces sorts coûterait plus de 600 MP, et Hibiki n'a actuellement que 56. Les autres remarquent l'expression inquiète sur le visage d'Hibiki et lui demandent si quelque chose ne va pas. Il leur explique qu'il sait comment soigner leur ami, mais qu'il ne peut rien faire pour l'aider car il n'a pas assez de mana. Il demande si quelqu'un d'autre peut utiliser Soins parfaits ou Guérison parfaite, mais aucun d'eux ne possède de compétences de ce type, donc les options sont limitées. À ce moment-là, le système informe Hibiki qu'il peut utiliser sa compétence de contrat pour former un contrat de transfert de MP afin de compenser le déficit et qu'il lui suffit d'obtenir le consentement verbal de toutes les personnes impliquées. Dès qu'il entend cela, il dit à tout le monde qu'ils doivent accepter de transférer leur MP vers lui, et puisque c'est pour sauver leur ami, tous acceptent sans hésitation. Hibiki reçoit beaucoup de MP grâce à ce transfert, mais il lui en manque encore près de 200. Alors Jewel propose de transférer également son MP. Dès qu'Hibiki atteint la quantité requise, il lance les sorts de soins, restaurant les membres blessés de l'aventurier et sauvant sa vie. Cependant, Hibiki s'effondre un moment plus tard à cause de l'effort d'avoir utilisé autant de MP d'un coup. Un peu plus tard, Hibiki se réveille sur un canapé dans une salle de réunion, et son niveau a considérablement augmenté, ce qui le rend très excité. Mais après sa petite danse de célébration, il réalise que Jewel était dans la pièce et qu'elle a tout vu, ce qui l'embarrasse un peu. Jewel le remercie d'avoir sauvé son petit frère, et Hibiki est surpris d'apprendre que Jade est son frère, mais il dit qu'il était heureux de pouvoir aider. Elle ajoute également qu'elle a pris la liberté de mettre en place un accord de confidentialité pour s'assurer que personne ne parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Hibiki demande pourquoi.
et elle lui explique qu'il est presque inouï que quelqu'un soit capable d'utiliser à la fois soins parfaits et guérison parfaite, et que si la nouvelle se répand, quelqu'un finira par essayer d'exploiter Hibiki pour de l'argent. Sur ce point, elle lui dit qu'il devrait probablement rejoindre un groupe d'aventuriers ou engager un gardien du corps pour se protéger, puisqu'il n'est pas un combattant. Et pendant ce temps, dans le donjon, un homme-loup semble parfaitement convenir pour ce rôle. Ceci marque la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Hibiki décida d'engager un garde du corps, et pour cela, il prit rendez-vous avec un homme nommé Debi. Mais dès leur première rencontre, quelque chose semblait étrange. À peine arrivé, Debi se mit à le renifler. Après cette introduction plutôt gênante, Debi lui présenta 5 de ses hommes les plus puissants, lui demandant de choisir celui qu'il souhaitait engager. Mais Hibiki les refusa tous immédiatement. Il se sentit un peu coupable, car ils étaient effectivement très forts. Cependant, aucun d'entre eux n'avait un niveau de MP suffisamment élevé. Or, Hibiki voulait quelqu'un avec beaucoup de MP, afin de pouvoir utiliser ses compétences médicales sur lui en cas de besoin. Il s'excusa d'être aussi exigeant, mais Debi lui répondit que ce n'était pas un problème. Après tout, il pouvait sentir sur Hibiki l'odeur d'une grande fortune à venir. C'était même pour cela qu'il l'avait reniflé plus tôt. En regardant les statistiques de Debi, Hibiki remarqua une compétence appelée sens de l'argent, qui lui permettait probablement de détecter les personnes destinées à devenir riches, même s'il ne comprenait pas exactement comment cela fonctionnait. Alors qu'ils continuaient leurs recherches, Hibiki jeta un regard vers un couloir sombre, mais Debi lui conseilla de ne pas y aller. Les personnes qui s'y trouvaient, selon lui, étaient défectueuses. Elles n'étaient bonnes ni pour le combat, ni pour le travail manuel, et n'avaient même pas les moyens de retourner dans leur pays. Par pitié, il les avait simplement laissées rester ici. Ces paroles éveillèrent la curiosité de Hibiki. Des gens incapables de retourner dans leur pays. Se pourrait-il qu'ils aient été transportés dans ce monde comme lui? Intrigué, il demanda à Debi de l'y conduire. Celui-ci accepta, et ils s'enfoncèrent dans le couloir. Finalement, ils arrivèrent devant une cellule où se trouvaient un homme-loup et une petite fille. Debi comprit immédiatement ce que pensait Hibiki et précisa rapidement. Ce n'est pas une situation d'esclavage. Ils avaient auparavant des chambres normales, mais quelques jours plus tôt, l'homme-loup avait attaqué un autre client en voulant protéger la petite fille. Ce n'était qu'un malentendu. Mais depuis, il devenait agressif dès que quelqu'un s'approchait. Pour la sécurité des autres, ils avaient été contraints de l'enfermer. À cet instant, l'homme-loup hurla à Hibiki de déguerpir. Hibiki comprenait parfaitement pourquoi les autres clients avaient peur de lui. Mais en examinant ses statistiques, quelque chose attira son attention. Le système indiquait que certaines de ces données étaient cachées. Il activa alors Expert Eye pour percer cette dissimulation. Et ce qu'il découvrit le stupéfia. L'homme-loup était en réalité sous l'effet d'un mal appelé chaîne immobile, une malédiction invisible qui affaiblit drastiquement sa cible de façon permanente. C'était pour cela que ses statistiques semblaient si médiocres. En vérité, il avait autrefois été un héros de niveau 95. Hibiki ne s'attendait absolument pas à tomber sur quelqu'un d'un tel niveau. Puis, il examina la petite fille. Elle s'appelait Liliane. Mais plus important encore, elle était une sage. Cependant, elle souffrait d'un autre problème, un état appelé magie hors de contrôle. Elle possédait une quantité immense de mana, mais incapable de la maîtriser, elle risquait un jour de s'autodétruire. Claude et Liliane avaient tous les deux largement assez de puissance magique pour ce dont Hibiki avait besoin. Mais engager un ancien héros et une sage comme garde du corps restait une décision lourde de conséquences. Sapo lui suggéra alors d'utiliser la compétence Relief Measure, capable de lever certains états anormaux selon son niveau de maîtrise. Si cela pouvait aider Claude, alors cela valait la peine d'essayer. Hibiki annonça donc à Debi qu'il souhaitait engager Claude et Liliane. Puis, il les emmena dans la forêt. L'état de Claude était critique. Il lui manquait 2 bras et une jambe. Malgré cela, il restait farouchement protecteur envers Liliane, convaincu que Hibiki avait de mauvaises intentions maintenant qu'ils étaient seuls. Hibiki admit qu'il comptait effectivement faire beaucoup de choses, mais le rassura immédiatement. Il n'avait rien à craindre. Il expliqua d'abord vouloir soigner ses blessures. Cependant, pour cela, il aurait besoin d'une énorme quantité de mana.
Il demanda donc à Liliane de l'aider. Claude, méfiant, pensa qu'il s'agissait d'un piège et avertit Liliane de ne pas lui faire confiance. Mais Liliane, reconnaissante envers Claude pour l'avoir toujours protégée, était prête à tout pour l'aider. Elle accepta. Un contrat de partage de mana fut alors établi. Avec cette nouvelle source d'énergie, Hibiki lança le sort Perfect Heal. En un instant, les membres de Claude furent entièrement restaurés. Claude resta sans voix. Jamais il n'aurait imaginé rencontrer quelqu'un capable d'une telle magie, même s'il devait admettre qu'il ne se sentait pas encore aussi fort qu'à l'époque de son apogée. Hibiki s'y attendait déjà. Selon lui, la raison était évidente, la malédiction. Et justement, il comptait s'en occuper ensuite. Claude fut choqué d'apprendre qu'Hibiki connaissait son état. Après tout, cette malédiction était censée être invisible, même pour les meilleurs experts. Mais Hibiki lui expliqua calmement qu'il possédait la compétence Expert Eyes, qui lui permettait de voir ce que les autres ne pouvaient pas. C'était ainsi qu'il savait que Claude avait été un héros, et que Liliane deviendrait un jour une grande sage. Mais pour l'instant, l'important était ailleurs. Il était temps de briser cette malédiction. Hibiki lança alors le sort relief. Soudain, la chaîne invisible qui entravait Claude se matérialisa, tandis qu'une paire de ciseaux apparut dans les airs. D'un geste rapide, les lames coupèrent l'un des liens. Hibiki soupira, légèrement déçu. Juste une chaîne. Avec une compétence encore au niveau 1, c'était le maximum qu'il pouvait faire. Malgré cela, Claude sentit immédiatement une partie de sa puissance revenir. C'était comme si son corps respirait à nouveau. Profondément reconnaissant, il s'agenouilla et proposa de prêter allégeance à Hibiki. Celui-ci accepta sans hésiter. Mais à ce moment-là, Sapo intervint. Il suggéra d'utiliser la compétence contract pour formaliser ce serment. Grâce à cette capacité, toutes les promesses devenaient absolues. Si Claude prêtait allégeance via un contrat, il ne pourrait jamais le trahir. Hibiki trouva cela logique, surtout que l'idée venait de Claude lui-même. Ainsi, le serment fut prononcé. Et au moment où le contrat se forma, une marque apparut sur les mains d'Hibiki et de Claude, symbole de leur pacte. Une fois cela fait, Hibiki s'assit avec Claude et Liliane pour leur expliquer ses capacités. Il leur révéla qu'il pouvait utiliser des sorts médicaux de très haut niveau. Le problème, cependant, était simple. Il n'avait pas assez de MP pour les lancer seuls. C'est pourquoi il avait besoin de partager leur mana afin d'utiliser pleinement ses pouvoirs. Il leur demanda alors s'ils accepteraient de former un contrat permanent de partage de MP avec lui. Sans hésiter un instant, Claude et Liliane acceptèrent. Le contrat fut scellé. À cet instant, Sapo annonça que la compétence technique d'Hibiki, Grimoire, venait de monter de niveau. Hibiki allait de... Claude prit alors la parole, un peu hésitant. Il avoua qu'il avait une question en tête depuis un moment. Parfois, il voyait Hibiki fixer le vide, tout en parlant tout seul. Franchement, c'était inquiétant. Il se demandait sérieusement si quelque chose n'allait pas. Hibiki le rassura aussitôt. « Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave. » Il expliqua simplement qu'il entendait une voix dans sa tête, une voix qui lui donnait parfois des informations utiles. En disant cela, il s'attendait à passer pour un fou, mais à sa grande surprise, Claude ne sembla pas choqué du tout. Au contraire, il reconnut immédiatement ce phénomène. C'est la compétence tutoriale, n'est-ce pas? Et si Hibiki possédait cette compétence? Alors cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il venait d'un autre monde. Hibiki resta bouche bée. Claude connaissait donc les transmigrés? Mais même Claude n'en savait pas beaucoup. Il en avait simplement entendu parler. De son côté, Liliane était complètement perdue. Elle n'avait jamais entendu parler d'un autre monde. Curieuse, elle demanda des explications. Claude simplifia. « Ça veut juste dire qu'Hibiki vient d'un endroit très lointain. » Hibiki, un peu hésitant, leur demanda alors. « Ça ne vous dérange pas? Que je sois d'un autre monde ?» Claude secoua la tête. Cela ne le dérangeait absolument pas. Au contraire, n'importe qui serait heureux de s'allier à quelqu'un comme Hibiki, car la compétence tutoriale était un pouvoir extrêmement rare, directement accordé par un dieu. Hibiki fut choqué d'apprendre que cette capacité était aussi exceptionnelle. Intrigué, il décida même de poser directement la question à Dieu. Celui-ci répondit tranquillement que ce n'était pas si impressionnant, mais ajouta quand même que cette compétence consommait actuellement environ un tiers de sa propre puissance. Donc bon,
Peut-être que c'était un peu abusé. Après avoir discuté avec Claude, celui-ci en arriva à une conclusion importante. Le dieu avec lequel Hibiki communiquait devait être le dieu suprême. Dans ce monde, il existait 11 dieux. Et le dieu suprême était considéré comme le tout premier. Des capacités comme Tutorial ou Expert Eyes ne pouvaient être accordées que par lui. Hibiki, lui, n'en revenait pas. Il parlait à ce dieu, comme à un ami. Claude en déduisit alors quelque chose d'évident. Le dieu suprême devait particulièrement apprécier Hibiki. Mais Hibiki n'était pas convaincu. Selon lui, les dieux favorisaient bien plus Claude et Liliane. Après tout, être un héros ou une sage, c'était déjà incroyable. Même s'ils devaient admettre une chose, ils avaient peut-être un peu exagéré avec Liliane. Lui donner une capacité comme Raging Sanctuary. C'était beaucoup trop lourd à porter pour une enfant. Liliane demanda alors de quoi parle Hibiki, car elle n'avait jamais entendu parler de cette compétence. Hibiki lui explique calmement qu'il s'agit d'un pouvoir qui lui confère une quantité gigantesque de magie, à tel point que son corps n'est pas capable de la contrôler. En entendant cela, Liliane est profondément bouleversée. Cette magie incontrôlable, c'est exactement ce qui l'a fait rejeter par sa famille et l'a forcée à vivre seule. Claude intervient alors, expliquant que ce genre de compétence relève normalement du dieu de la magie. Hibiki s'interroge donc, pourquoi le dieu suprême lui a-t-il attribué un tel pouvoir? Au même moment, le dieu suprême admet, d'un ton gêné, qu'il a peut-être fait une erreur en donnant cette compétence à Liliane. Lorsque la déesse de la magie l'apprend, elle explose de colère. Après avoir réglé ses comptes avec le dieu suprême, la déesse de la magie se présente à Hibiki et s'excuse pour tout le désordre. Cependant, elle explique qu'une compétence déjà attribuée ne peut pas être retirée. Liliane devra donc conserver Raging Sanctuary. Heureusement, Hibiki possède également une compétence liée à la magie, appelée grimoire. Et comme il est relié à Liliane par contrat, il peut désormais réguler son flux de mana en ajustant la sortie. La déesse de la magie propose ensuite à Hibiki de tester une autre fonctionnalité. Il active donc la compétence. Et une petite créature apparaît, un chat nommé Ven. Ven explique qu'elle a été envoyée par la déesse de la magie pour lui enseigner le fonctionnement des sorts. Mais avant même qu'elle puisse finir sa phrase, Liliane la prend dans ses bras et commence à la caresser, totalement attendrie par sa mignonnerie. Hibiki se joint naturellement à elle. Claude, lui, observe la scène avec une frustration évidente. Il se sent complètement mis de côté. Une fois les caresses terminées, Hibiki demande à Ven comment utiliser la magie. Elle répond qu'elle est elle-même le grimoire et qu'elle se chargera directement de lancer les sorts à sa place. Hibiki la remercie et la caresse encore une fois sur la tête. Ce geste fait perdre patience à Claude. Non seulement Hibiki ne l'a jamais caressé lui, mais un chat apparu il y a 10 secondes reçoit déjà toute son attention. C'est une injustice totale. Il se retient néanmoins, reprend son calme et s'excuse pour son éclat. Hibiki, lui, ignore complètement la scène et demande tranquillement à Ven de lui expliquer davantage la magie. Mais Ven reste figé. Encore choqué par tous, dans un quartier tout à fait ordinaire, une fille observait un garçon en train de jouer à Splatoon. Tout avait commencé en 6e, lorsque Miku Sakura avait dit à Yukia Asagi « Je t'aime ». Ils avaient appelé ça le jeu du « Je t'aime ». À l'époque, ces mots ne faisaient pas vraiment battre le cœur de Yukia. Il se les répétait à tour de rôle, et celui qui rougissait en premier perdait. 4 ans plus tard, il continuait encore. Aucun des deux ne voulait admettre que ces mots leur donnaient des papillons dans le ventre. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait toujours pas de gagnant. Miku accusa Yukia de tricher, affirmant l'avoir vu devenir timide, mais lui insista. C'était toujours une égalité. Puis elle ajouta que l'expression qu'il faisait en disant « Je t'aime » était plutôt séduisante. Cette fois, il fut clairement troublé, mais resta obstiné. Il refusait d'admettre que cela l'affectait. Gentille, Miku lui laissa finalement le match nul. Pendant ce temps, Hinako et Masaru observaient leur jeu. Hinako ne se souvenait pas que les règles étaient comme ça, mais selon Masaru, il les avait modifiées. Tout était permis pour gagner. Pire encore, l'un des deux devait avouer sa défaite avant la fin, ce qui transformait le tout en une véritable épreuve d'endurance. Miku et Yukia étaient en réalité des amis d'enfance incapables d'avouer leurs sentiments. Masaru et Hinako ne pouvaient que les regarder avec tendresse se débattre dans cette situation. Lorsque Miku dut partir,
Elle rappela à Yukia la cérémonie d'entrée au lycée du lendemain. Elle espérait qu'ils seraient dans la même classe. Mais Yukia, jouant les durs, affirma que cela lui était égal. À peine Miku partit, Yukia perdit son calme. Il avait l'impression qu'elle se moquait de lui. Un instant, elle agissait comme une petite peste précoce, et l'instant d'après, comme une enfant innocente. Ces changements constants le rendaient fou. Elle était beaucoup trop mignonne. Dès qu'elle n'était plus là, il devenait honnête avec lui-même. À ce rythme, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il perde. Hibiki lui demande comment il compte s'y prendre, mais avant même d'obtenir une réponse, Veni lui mord le doigt, et cela suffit apparemment pour finaliser l'enregistrement. Ensuite, Veni se tourne vers Liliane et lui explique que, désormais, sa puissance magique sera limitée à environ 10%, afin d'éviter qu'elle ne mette son propre corps en danger. Plus elle apprendra à contrôler correctement sa magie, plus elle pourra libérer progressivement sa véritable puissance. L'étape suivante consiste à faire en sorte que Hibiki s'entraîne avec Liliane en duel, tout en faisant circuler le mana entre leurs deux corps pour le stabiliser. Mais Hibiki n'a absolument aucune idée de la manière de procéder. Veni demande alors à Claude d'injecter une partie de son mana dans le corps de Hibiki pour qu'il puisse en ressentir le flux. Claude s'exécute et presque immédiatement, Hibiki se retrouve plongé dans un espace vide, sans personne autour de lui. Peu après, il aperçoit une femme elfe assise près d'un lac. Lorsqu'il s'approche, elle l'appelle par le nom de Claude. Hibiki est d'abord confus, mais en baissant les yeux, il réalise qu'il est devenu Claude. Il comprend alors qu'il est en train de revivre les souvenirs de ce dernier. La femme elfe s'appelle Anastasia, et Claude était à ses côtés depuis son enfance. Ils avaient combattu ensemble, pleuré ensemble et ri ensemble, et Claude espérait que ces moments dureraient éternellement. Mais un jour, tout bascule. Anastasia le trahit. Elle massacre toute une troupe de soldats et tranche le bras de Claude, le tout avec un sourire aux lèvres. Lorsque Hibiki reprend connaissance, il voit Claude penché au-dessus de lui, lui demandant s'il était réveillé. Au début, Hibiki est encore persuadé d'être Claude, mais après quelques instants, il retrouve enfin son identité. Il trouve étrange d'avoir réellement cru être quelqu'un d'autre, mais Veni lui explique que le partage de mana l'a plongé profondément dans la conscience de Claude, au point de lui faire perdre temporairement le sens de lui-même. Veni lui demande alors s'il a vu quelque chose d'intéressant dans ses souvenirs, mais Hibiki n'arrive pas à se rappeler grand-chose, si ce n'est que ce qu'il a vu était profondément troublant. Un peu plus tard, Hibiki s'entraîne sans relâche pour apprendre à utiliser la magie domestique. Pour y parvenir, il doit répéter encore et encore des tâches ménagères jusqu'à ce que la magie s'active naturellement. Cependant, malgré tous ses efforts, cela fait un bon moment qu'il s'y consacre et, d'après Sapo, il n'a toujours fait aucun progrès. À ce moment-là, Liliane et Claude arrivent pour le chercher, car il est l'heure de dîner. Mais maladroitement, Claude renverse un seau, annulant tout le travail que Hibiki venait de faire en nettoyant le sol. Pris de panique, il s'excuse immédiatement et supplie Hibiki de lui pardonner. Mais Hibiki reste calme et lui dit que ce n'est pas grave, puisqu'il peut simplement nettoyer à nouveau. Pendant que Claude rumine encore sa faute, Hibiki se met à nettoyer à une vitesse impressionnante, terminant non seulement la pièce, mais aussi tout le couloir en un temps record. Une fois fini, il demande à Sapo si cela suffit enfin pour débloquer la magie domestique, mais celui-ci lui répond qu'il a encore un long chemin à parcourir. Peu après, la maîtresse de l'auberge arrive pour les appeler à table. En voyant l'état impeccable du couloir, elle est stupéfaite, car il n'a jamais été aussi propre. Elle demande à Hibiki si c'est lui qui a fait tout cela, et lorsqu'il confirme, elle se montre extrêmement satisfaite. Tellement satisfaite qu'elle lui propose de lui donner un peu de lait en plus pendant le dîner. Hibiki n'y prête pas vraiment attention, sans se douter du sous-entendu derrière cette proposition. Plus tard, Hibiki et Liliane reprennent leur entraînement magique. Liliane a déjà réussi à maîtriser quelques sorts de base, ce que Hibiki trouve impressionnant, tandis qu'elle et Veni travaillent à améliorer son contrôle. De son côté, Claude s'approche de Hibiki pour lui proposer un entraînement physique. Hibiki n'est pas contre, mais il doute fortement d'avoir la force nécessaire pour manier une épée en combat. Heureusement, Claude avait déjà anticipé cela et lui a apporté un arc à la place. Il installe une cible et demande à Hibiki de tirer. Hibiki fait de son mieux, mais sans surprise, il est aussi mauvais à l'arc que dans tout le reste. Malgré cela, Claude refuse d'abandonner.
Il lui donne des conseils, lui demandant d'étirer son dos, de tirer davantage sur la corde de l'arc, puis de réessayer, déterminé à le faire progresser. Maintenant que Hibiki adopte une posture correcte, ses flèches atteignent enfin l'arbre, mais sa précision reste catastrophique. Épuisé, Hibiki réalise que le tir à l'arc est bien plus exigeant qu'il ne l'imaginait, surtout quand Emalia donnait l'impression que c'était si facile. Claude le rassure en lui disant qu'il finira par s'y habituer avec la pratique. Hibiki demande alors s'ils peuvent au moins faire une pause pour aujourd'hui, car ses mains sont rouges et enflées. Mais Claude lui répond avec désinvolture qu'il n'a qu'à utiliser de la magie de guérison pour soigner ses mains. Il n'y a donc aucune raison de s'arrêter. Et ainsi, Hibiki se retrouve contraint de tirer flèche après flèche, sans répit. Pendant ce temps, Emalia poursuit son voyage de retour vers sa ville natale. Elle se demande comment Hibiki s'en sort de son côté. Elle est certaine qu'il serait surpris d'apprendre qu'elle s'est fait des amis en chemin. Styria remarque d'ailleurs qu'Emalia semble de très bonne humeur, mais cette dernière prétend ne pas voir de quoi elle parle. Un peu plus loin, la route se divise en deux. Même si Emalia sait qu'un des chemins est plus court, elle propose de prendre l'autre. Ivar lui demande pourquoi, et Emalia explique que le raccourci traverse une forêt en ruine, réputée hantée par des esprits qui jouent d'hockey. Des tours aux voyageurs. Mieux vaut donc éviter cet endroit. Malgré cet avertissement, Ivar trouve l'idée fascinante et décide qu'elle veut aller voir cette forêt hantée. Emalia ne comprend pas cet enthousiasme, mais Ivar explique que ce genre d'endroit cache souvent des trésors. Cela vaut donc le coup d'y jeter un œil. Emalia comprend son raisonnement, mais elle pense que les éventuels trésors ont probablement déjà été récupérés par d'autres aventuriers. Malgré tout, étant presque à court d'argent, elle accepte d'y aller, au cas où elle trouverait quelque chose de précieux. Pendant ce temps, du côté de Hibiki, tandis que Liliane poursuit son entraînement magique, lui s'occupe de préparer le déjeuner pour tout le monde. Après avoir goûté, il trouve le plat un peu fade et s'apprête à ajouter des épices. Liliane veut l'aider et lui tend du sel et du poivre. Lorsqu'elle goûte le résultat, elle trouve le plat absolument délicieux. Une fois le repas prêt, Hibiki sert tout le monde et les autres adorent ce qu'il a cuisiné. Cependant, lorsqu'il s'agit des accompagnements préparés par Claude, les choses se compliquent. En goûtant un champignon, Hibiki comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Claude ne l'a clairement pas nettoyé correctement. Il remarque aussi qu'il n'y a quasiment aucune pomme sur la table, alors qu'il avait demandé à Claude d'en apporter. Claude essaie de faire semblant d'avoir oublié, mais Liliane découvre rapidement un tas de pommes cachées derrière lui. Elle commence alors à le gronder, lui disant qu'il ne doit pas dissimuler ses erreurs. Hibiki demande ensuite si Claude sait au moins dépecer les monstres, ce que la plupart des aventuriers savent faire. Claude répond fièrement que oui, il est très doué pour cela. Hibiki décide alors que ce sera désormais son travail, puisque ses compétences en cuisine sont catastrophiques. Claude baisse la tête, honteux, et tente de se justifier en disant que sa maladresse vient de la malédiction. Selon lui, s'ils parviennent à lever cette malédiction un jour, il sera vraiment bien cuisiné. Mais ni Hibiki ni Liliane ne semblent le croire. Hibiki lui demande alors s'il sait qui a lancé cette malédiction sur lui. Claude réfléchit un instant, puis répond. Un peu plus tard, le repas terminé, Hibiki lave la vaisselle dans la rivière. Soudain, il apprend qu'il a enfin débloqué un sort de tâche ménagère lui permettant de laver les objets automatiquement. Il est ravi d'entendre cela. Mais Sapo ajoute aussitôt un avertissement. Un énorme monstre sanglier approche. Effectivement, un sanglier monstrueux apparaît, l'air furieux pour une raison inconnue. Hibiki et les autres ne s'inquiètent pas trop, car Claude est là pour s'en occuper. D'un seul coup de lance, il abat la bête. Même si la menace immédiate est écartée, Claude prévient que s'il ne s'occupe pas rapidement du sang du sanglier, son odeur risque d'attirer d'autres monstres. C'est alors que le nouveau sort appris par Liliane entre en jeu. Elle parvient à aspirer et isoler tout le sang de la créature, ne laissant qu'une carcasse parfaitement propre. Claude en profite pour proposer à Hibiki de lui apprendre à dépecer un monstre, afin qu'il puisse le faire lui-même la prochaine fois. Hibiki hésite, trouvant cette tâche particulièrement répugnante. Pendant ce temps, du côté d'Emalia, elle et les autres arrivent au fort situé dans la forêt en ruine. Ivar est persuadé que s'il existe un trésor, il doit forcément se trouver ici. Emalia et Styria décident donc d'entrer pour explorer. Restée à l'extérieur, Ivar tente de détecter l'esprit qu'elle recherche. Il y a bien des âmes errantes dans les environs,
mais aucune ne correspond à celle qu'elle traque. À l'intérieur du fort, Emalia et Styria tombent sous l'influence des illusions du lieu. Emalia croit avoir découvert un immense trésor, tandis que Styria imagine être en train de se gaver sur la poitrine d'Emalia. En réalité, rien de tout cela ne se produit. De retour avec Hibiki, le groupe a terminé de ranger la viande du sanglier et s'apprête à repartir. Mais ils sont désormais couverts de saleté, et Hibiki souhaite prendre un bain. Cependant, ce n'est pas possible pour le moment. Heureusement, il dispose désormais du sort de nettoyage à bulles et souhaite l'essayer. Cette idée met Liliane et Claude sur leur garde, car avec les compétences douteuses d'Hibiki, ils préfèrent éviter de servir de cobaye. Mais il est déjà trop tard. Hibiki lance le sort sur Claude. Contre toute attente, le résultat est un succès total. Claude se retrouve parfaitement propre, avec une apparence presque modèle, comme transformé en version ultra soignée de lui-même. Hibiki et les autres sont actuellement à court d'argent après toutes les dépenses qu'ils ont accumulées. Ils proposent donc qu'ils commencent enfin à accepter des quêtes d'aventuriers afin de gagner un peu d'argent. Tout le monde est d'accord avec cette idée, surtout que Hibiki et Liliane se sont nettement améliorés grâce à leur entraînement. Cependant, Claude insiste pour qu'ils commencent uniquement par des missions de rang F. Ensuite, ils se rendent à Jewel pour s'enregistrer officiellement en tant qu'aventuriers. Une fois l'inscription terminée, Claude sélectionne plusieurs quêtes de rang F pour eux. Hibiki lui demande pourquoi ils en prennent autant, et Claude lui explique que les quêtes de rang F rapportent très peu, donc s'ils veulent gagner de l'argent convenablement, ils doivent en accomplir plusieurs en même temps. Parmi toutes les missions, Claude remarque qu'une quête possède un rang relativement élevé. Il s'agit de retrouver un bandit en fuite, mais le seul indice disponible est la vente de sa queue. Ce n'est pas suffisant pour l'identifier clairement, ce qui explique pourquoi le rang de la mission a été augmenté. Hibiki n'a aucune envie de se mêler à des bandits, il décide donc d'ignorer cette quête et de continuer celle qu'il a déjà acceptée. Un peu plus tard, Hibiki se trouve dans la forêt en train de chasser. Il aperçoit un lapin à proximité et bande son arc pour tenter de l'abattre à distance. Après plusieurs tentatives ratées, il parvient finalement à toucher le lapin. Même si sa précision laisse à désirer, il a au moins réussi à atteindre sa cible, ce qui représente une nette amélioration. Peu de temps après, Liliane et Veni reviennent après avoir cueilli des fruits appelés machaka-chaka dans la forêt. Ces fruits servent principalement de repère pour éviter de se perdre. Pour le démontrer, Liliane lance l'un des fruits contre un arbre, le recouvrant d'un jus aux couleurs de l'arc-en-ciel. Pendant ce temps, du côté d'Emalia, son groupe a installé son camp pour la nuit alors qu'ils approchent de la frontière du royaume des elfes, leur voyage touchant presque à sa fin. Ival est assez déçue par cette expédition, car elle n'a trouvé aucune trace de l'âme de la femme qu'elle recherche. De son côté, Emalia ignore totalement qu'Ival n'a accepté de l'accompagner que pour ses propres recherches et non par amitié. Elle lui offre même un bracelet d'amitié spécial, capable de l'alerter en cas de danger, afin qu'elle puisse venir l'aider immédiatement. Ival accepte, décidant de continuer à faire semblant d'être son amie. Le lendemain, Hibiki se rend en ville avec Claude et Liliane. Il leur propose de se faire plaisir avec un bon repas aujourd'hui, puisqu'ils ont... La collecte des herbes s'est révélée plutôt facile grâce aux compétences de Hibiki. Il en a ramassé une telle quantité que le commis a commencé à soupçonner qu'il avait peut-être fait quelque chose d'illégal pour en obtenir autant. Alors qu'il marchait, Hibiki tombe par hasard sur Ball. Cela faisait un moment qu'il ne l'avait pas vu, car ce dernier était parti en voyage d'affaires dans la capitale. Ball est ravi de le revoir et lui demande s'il a réussi à se muscler depuis la dernière fois. Mais Hibiki n'a pas grand-chose à montrer, alors Balls propose de lui donner quelques conseils pour développer un physique parfait. Cependant, avant même qu'il puisse commencer, Claude se place devant Hibiki et dit à Balls qu'il est le seul autorisé à l'entraîner. Selon lui, Balls n'a aucun droit de s'immiscer ainsi. Balls réplique que Claude fait un travail catastrophique, car Hibiki n'a clairement pas assez de muscles pour être un aventurier efficace. Mais Claude pense au contraire qu'avoir trop de muscles ne ferait que ralentir Hibiki, rendant l'entraînement de force inutile. Très vite, la tension monte entre les deux, jusqu'à ce qu'ils dégainent leurs armes et s'attaquent. Claude tente de plaquer Ball au sol, mais les muscles imposants de ce dernier le rendent aussi solide qu'un mur, si bien qu'il ne bouge pas d'un centimètre. Il riposte ensuite, mettant Claude sous pression. L'onde de choc de leur affrontement commence à causer des dégâts autour d'eux, et Hibiki commence à se demander à quel point Balls est réellement puissant.
Il demande alors à Sapo de l'analyser, et les résultats montrent que les statistiques de Balls sont incroyablement élevées. Il devient évident que Claude n'a aucune chance de gagner. Balls dit à Claude d'abandonner et le repousse facilement, prouvant qu'il est bien plus fort, mais Claude refuse de céder. Heureusement, avant qu'ils ne reprennent le combat, Joel arrive après avoir entendu le vacarme, et elle les immobilise en lançant une vague de magie de glace. Alors que Claude et Balls sont neutralisés, une femme corpulente surgit soudainement dans la rue en criant que quelqu'un vient de lui voler son sac. Et justement, en parlant de vol, Benny demande à Hibiki où est passé son sac d'argent. Hibiki n'avait même pas remarqué qu'il avait disparu, mais Joel lui explique qu'à son arrivée, il ne tenait déjà plus aucun sac. Elle suppose que c'est l'œuvre du bandit dont elle lui avait parlé la veille, ce qui plonge Hibiki dans le désespoir, car tout son travail vient de partir en fumée. Joel s'excuse pour sa perte, mais elle ne peut malheureusement rien faire pour l'aider, puisqu'il ne dispose d'aucune information sur l'apparence du voleur. Tout ce qu'ils savent, c'est que la voleuse peut parfois faire ressembler sa queue à un serpent, et qu'elle cible généralement les personnes riches lorsqu'elle commet ses vols. Ce n'est pas beaucoup d'informations, mais ils doivent agir s'ils veulent récupérer leur argent. Ils élaborent donc un plan. Hibiki se déguise en fille afin d'attirer la voleuse sans qu'elle le reconnaisse. L'idée est de laisser un faux sac d'argent au bord de la table. Lorsque la voleuse tentera inévitablement de le dérober, ils pourront la prendre en flagrant délit. Pendant ce temps, Claude attend à une table voisine, prêt à la corriger pour avoir volé Hibiki. Peu après, le serveur arrive pour prendre la commande, et Hibiki choisit de commander des pancakes. Mais à peine le serveur apporte-t-il le plat que Claude se lève soudainement en criant qu'ils ont été dupés. En effet, le serveur était en réalité la voleuse, et elle venait de s'emparer du faux sac avant de s'enfuir. Heureusement, ils avaient anticipé cela et avaient placé du jus de fruits Machika Chica dans le sac, ce qui leur permet de suivre la trace jusqu'à un club souterrain. L'endroit paraît suspect, mais en réalité, tout le monde y est aimable et rien d'illégal ne s'y déroule. Il se demande alors ce que fait une voleuse dans un tel lieu. Soudain, une femme encapuchonnée frôle Hibiki. Claude trouve qu'elle lui semble familière et demande à Hibiki d'utiliser sa compétence d'évaluation sur elle. Comme prévu, il découvre qu'il s'agit bien de la voleuse. Ils la suivent dans une ruelle où Claude lui bloque le passage devant, tandis que Hibiki et Liliane lui coupent la retraite derrière. Fauna tente de feindre l'innocence et leur demande s'il y a un problème, mais Hibiki sait déjà qu'il s'agit d'elle, puisque sa compétence lui a révélé toutes les informations, y compris son véritable nom et sa capacité spéciale de transformation de queue. Comprenant qu'il est inutile de nier, Fauna retire sa cape pour révéler son identité, et Claude ne peut s'empêcher de remarquer sa beauté. Fauna explique qu'elle savait que Hibiki essayait de la piéger avec le faux sac, mais qu'elle a également réussi à lui voler le vrai lorsqu'elle l'a frôlé plus tôt, même si son contenu était moins intéressant que celui qu'elle lui avait déjà pris auparavant. Il ne lui reste plus qu'à s'échapper. Elle frappe alors sur une structure en bois à proximité, provoquant l'effondrement de plusieurs planches en direction de Hibiki et Liliane. Claude est obligé d'intervenir pour les sauver, ce qui donne à Fauna suffisamment de temps pour prendre la fuite. Claude et Liliane se retrouvent ensevelis sous les planches, ce qui les empêche de sortir pendant un moment. Ainsi, c'est à Hibiki seul de poursuivre Fauna. Il fait de son mieux, mais en la poursuivant, il tombe dans l'un de ses pièges et se retrouve suspendu par les pieds. Fauna est surprise. Même si elle est une experte en pièges, il est presque incroyable qu'un évaluateur tombe dans un piège aussi simple. Puis, en regardant de plus près le short de Hibiki, elle réalise avec stupeur qu'il est en réalité un garçon. Elle lui demande pourquoi il est habillé en fille, et Hibiki lui explique que c'était pour l'attirer comme appât. Mais même ainsi, cela n'explique pas pourquoi il portait encore cette tenue après avoir découvert son identité. Fauna commence à s'intéresser à Hibiki, le trouvant plutôt mignon. Elle lui propose alors un marché. Elle est prête à lui rendre son argent, mais en échange, il devra faire quelque chose pour elle. Hibiki lui demande si elle veut qu'il évalue des objets volés, et c'est exactement cela. Elle souhaite savoir si les objets qu'elle a dérobés ont réellement de la valeur. Elle emmène donc Hibiki dans un bar en ville et lui montre un à un les objets de sa collection. Le premier est une bague incrustée de pierres précieuses, et après évaluation, Hibiki confirme qu'elle est authentique. En revanche, le deuxième objet n'a pas la même valeur. Bien qu'il ressemble à un collier de perles,
il s'agit en réalité de simples pierres qui en imitent l'apparence. Convaincue par les talents d'évaluation de Hibiki, Fauna lui tend ensuite un bracelet en bois. Hibiki est surpris, car l'objet ne semble pas particulièrement précieux, mais il l'évalue tout de même et lui explique qu'il s'agit d'un simple bracelet en bois avec une inscription. En entendant cela, Fauna s'anime et lui demande s'il peut lire ce qui est écrit. Hibiki lui répond que cela signifie simplement « merci », ce qui la remplit d'une joie immense. Elle explique que ce bracelet est le dernier cadeau qu'elle a reçu de sa sœur. Depuis longtemps, elle cherchait à comprendre cette inscription, mais personne n'avait jamais réussi à la déchiffrer. Cela s'explique car sa sœur ne savait pas vraiment écrire et les caractères ressemblaient à des gribouillis incompréhensibles. Mais grâce à sa capacité d'évaluation, Hibiki a pu comprendre l'intention derrière ces marques, même si elles étaient illisibles. Hibiki demande à Fauna si sa sœur savait qu'elle était une voleuse, mais Fauna lui répond que sa sœur est morte depuis longtemps. Elle s'était retrouvée impliquée dans des combats dans leur pays natal et n'en est jamais sortie vivante. Fauna demande ensuite à Hibiki d'où il vient et il lui répond qu'il vient d'un endroit très éloigné. Alors, elle lui conseille que s'il a un foyer où retourner, il ferait mieux d'y retourner tant qu'il le peut, car s'il le perd, il n'aura plus nulle part où aller. Même s'il ne comprend pas totalement ce qu'elle veut dire, elle ajoute que si Claude vient du même endroit qu'elle, alors il doit sûrement porter un passé aussi sombre que le sien. Quoi qu'il en soit, elle décide de partir. Comme promis, en échange de son aide, elle rend à Hibiki son argent. Elle dépose ensuite un baiser sur sa joue et lui dit qu'elle espère le revoir un jour. Plus tard, Hibiki rejoint les autres et leur raconte ce qui s'est passé. Même si Fauna s'est échappé, il a au moins réussi à récupérer son argent. Pendant qu'ils discutent, Bals mentionne qu'il a entendu parler d'un groupe dans la capitale qui grandit très rapidement. Ils se font appeler les « tueurs de cadavres » et se spécialisent dans la chasse aux morts vivants. Hibiki ne savait même pas que les zombies existaient dans ce monde, ce qui le rend franchement inquiet, surtout à l'idée qu'il pourrait en rencontrer un jour. Plus tard, alors qu'ils se préparent à dormir, Hibiki repense à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. Claude lui dit qu'il en apprendra encore bien plus lorsqu'il partira en voyage un jour. Cette idée plaît à Hibiki, surtout que voyager pourrait l'aider à trouver un moyen de retourner dans son monde. Mais lorsque Liliane entend cela, elle se fige, incapable de croire qu'il envisage de les quitter. Hibiki n'y avait jamais vraiment réfléchi auparavant, mais retourner chez lui signifierait abandonner tout ce qu'il a ici. Et il ne sait pas si c'est vraiment ce qu'il veut. Pendant ce temps, le groupe d'Emalia se rapproche du village des elfes. En chemin, Emalia mentionne qu'elle a autrefois reçu un message de l'esprit, lui disant que quelque chose de précieux était apparu dans la partie et de la forêt de Rowell. Dès qu'Eval entend cela, elle pense avoir trouvé une piste importante pour sa recherche. Elle cesse alors de faire semblant d'être l'amie d'Emalia et l'abandonne pour poursuivre seule sa quête. Quelque temps plus tard, Hiver semble enfin avoir trouvé l'âme qu'elle recherchait. Désormais, il ne lui reste plus qu'à retrouver un homme nommé Claude. Et, selon elle, cela devrait être facile, car la dernière fois qu'elle avait entendu parler de lui, il était gravement affaibli et avait perdu plusieurs de ses membres. Pendant ce temps, en ville, Claude demanda à Hibiki s'il souhaitait réellement rencontrer les sages. Hibiki confirma sans hésitation. Claude lui expliqua alors qu'il devrait se rendre dans la cité de Terradinas. Hibiki n'avait jamais entendu parler d'un tel endroit. Il demanda donc où cela se trouvait, et Vinny précisa que Terradinas se situait au nord. Le moyen le plus rapide pour s'y rendre serait d'emprunter un raccourci à travers un donjon du nord. Mais Hibiki ne savait même pas ce qu'était un donjon. Claude lui expliqua alors qu'un donjon était un lieu extrêmement dangereux, rempli de toutes sortes de monstres, et que pour cette raison, il ne pensait pas que ce soit une bonne idée d'y passer. Du moins, pas avant qu'il ne se soit suffisamment entraîné. À ce moment-là, Balls entra dans la pièce. Voyant que le groupe semblait engagé dans une discussion sérieuse, il leur demanda ce qui se passait. Hibiki expliqua qu'il n'était pas assez fort, tout comme Liliane, pour entreprendre un voyage qui passerait par un donjon. En entendant cela, Balls lui dit de ne pas s'inquiéter, car il avait la solution parfaite à ce problème. Plus tard dans la journée, il emmena Hibiki dans la forêt et lui annonça qu'il était temps de commencer à renforcer ses muscles. Claude n'aimait pas vraiment l'idée que Balls empiète sur son temps d'entraînement, mais il devait admettre que, si Hibiki voulait réellement progresser, il devait devenir plus fort. Et Hibiki était prêt à donner le meilleur de lui-même.
Cependant, l'entraînement de Balls était bien plus intense que ce que le corps de Hibiki pouvait supporter. Il consistait à jongler avec des pierres, à casser des noix entre ses doigts et même à pêcher des rochers. Malgré la difficulté, Hibiki continuait de faire de son mieux. Pendant ce temps, sur le côté, Ven remarqua que Liliane semblait triste. Il lui demanda ce qui n'allait pas. Elle expliqua qu'elle était bouleversée parce que Hibiki faisait tous ses efforts dans le but de retourner dans son monde d'origine. Et cela signifiait qu'il la laisserait derrière lui. Personne ne pouvait vraiment dire si Hibiki comptait réellement l'abandonner ou non. Mais quelles que soient ses intentions, il restait la même personne que celle que Liliane avait rencontrée. Et elle ne devait pas changer sa façon de le voir simplement parce qu'il souhaitait rentrer chez lui. À ce moment-là, Tanya passa par hasard pour observer l'entraînement de Hibiki. Plus tard dans la soirée, Hibiki reprit son entraînement au tir à l'arc, mais il était toujours aussi mauvais. Lorsqu'il termina enfin, il était complètement épuisé. Malgré tout, il ressentait une certaine satisfaction, car il avait vraiment travaillé dur toute la journée. Il demanda alors à Seppo de lui montrer ses statistiques afin de voir ses progrès. Mais, à sa grande surprise, elles étaient exactement les mêmes qu'avant son entraînement. Claude et Balls trouvèrent cela étrange. Claude était persuadé que tout cet entraînement au tir à l'arc aurait dû lui permettre d'acquérir une compétence d'archerie. Balls, de son côté, était convaincu que sa force aurait dû augmenter. Mais aucun des deux ne parvenait à expliquer pourquoi ses statistiques restaient inchangées. Ils finirent même par se rejeter mutuellement la faute. Un peu plus tard, tout le monde se rendit aux sources chaudes pour se détendre. Claude en profita pleinement, heureux de pouvoir enfin se relaxer après si longtemps. En l'entendant dire cela, Hibiki se rappela que Claude avait un passé tragique. Curieux, il lui demanda d'où il venait. Claude expliqua qu'il vivait autrefois dans un royaume nommé Bistronia, mais que la ville avait été détruite, emportant avec elle tous ses amis et sa famille. Hibiki lui présenta ses condoléances, mais Claude lui répondit que ce n'était pas nécessaire. C'était du passé. Aujourd'hui, tout ce qui comptait pour lui, c'était de rester aux côtés de Hibiki le plus longtemps possible. Plus tard dans la nuit, alors que tous étaient réunis autour du feu de camp, Liliane s'excusa auprès de Hibiki pour avoir été distante ces derniers temps. Elle avoua qu'elle ne voulait pas qu'il parte, car elle tenait à lui. Cependant, elle comprenait que ce serait égoïste de lui demander de renoncer à retourner chez lui pour elle. Alors, au lieu de cela, elle lui offrit un cadeau. Hibiki lui demanda ce que c'était. Liliane lui expliqua qu'il s'agissait d'une boisson destinée à soulager la fatigue. Elle ne savait pas vraiment comment le soutenir dans sa quête de retour, alors c'était tout ce qu'elle avait pu imaginer. Hibiki fut profondément touché par cette attention. Avec sincérité, il la remercia, puis but la boisson avec gratitude. Pendant ce temps, du côté d'Emalia, elle était enfin de retour dans le village des elfes. Elle profitait d'un bain pour se détendre après son long voyage, mais elle était un peu déçue de ne pas avoir encore vu son père, surtout que c'était lui qui l'avait rappelé si urgemment. Une fois sortie du bain, Yvel et les autres servantes lui apportèrent une robe pour qu'elle l'essaie. Emalia trouva cela étrange, car elle n'était pas venue pour assister à une fête. Mais Styria lui expliqua qu'il y avait effectivement une célébration prévue. Le roi organisait un banquet ce soir-là, et il souhaitait qu'Emalia y participe, d'où la robe. À ces mots, Emalia se mit en colère. Elle demanda à Styria si cette fête était la seule raison pour laquelle son père l'avait fait revenir. Et, d'après ce que savait Styria, oui, c'était bien le cas. Un peu plus tard, dans la forêt, Hiver avait finalement réussi à retrouver la trace de Claude et du groupe de Hibiki. Elle s'était dissimulée, attendant le bon moment pour les intercepter. De leur côté, Hibiki et les autres étaient en train de chasser un loup rubis argenté. Mais, à leur grande surprise, bien que tous les indices indiquent la présence de cette créature, le scan de Hibiki ne détectait absolument rien. Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. C'est alors qu'un bruit se fit entendre dans les buissons. Claude leva sa lance, prêt à attaquer. Mais Hiver surgit en jouant le rôle d'une simple passante innocente, cherchant à les convaincre qu'elle n'était pas une menace. Son jeu fonctionna sur Hibiki. Il demanda à Claude de baisser son arme, et celui-ci obéit. Même si Hibiki ne la considérait pas comme dangereuse, il trouvait étrange que son scan ne l'ait pas détectée. Il décida donc de l'analyser pour vérifier s'il y avait quelque chose de suspect. Hiver comprit immédiatement ce qu'il faisait et se crispa légèrement. Mais, une fois l'analyse terminée,
Hibiki ne trouva rien d'anormal dans ces statistiques. Convaincus qu'elles ne représentaient aucun danger, ils baissèrent leur garde. Hiver s'approcha alors de Claude et commença à lui toucher le bras, prétendant vouloir admirer ses muscles. En réalité, elle cherchait simplement à vérifier quelque chose, car elle était persuadée qu'elle lui avait arraché ce bras. Les autres commencèrent à redevenir méfiants, car Hiver touchait le bras de Claude depuis un moment déjà. Ils lui demandèrent alors ce qu'elle faisait seule dans cette forêt. Hiver improvisa rapidement une excuse, affirmant qu'elle était poursuivie par un loup rubis argenté et qu'elle avait fui jusqu'ici. En entendant cela, Hibiki s'enthousiasma immédiatement, puisque c'était précisément la créature qu'il recherchait. Il lui demanda où le loup était parti, et Hiver répondit qu'il s'était enfoncé plus profondément dans la forêt. Après cela, elle remarqua que Liliane l'observait avec insistance, comme si elle commençait à se douter de quelque chose. Préférant ne pas prendre de risques, Hiver décida de partir. Une fois qu'elle fut partie, le groupe admit qu'ils avaient tous trouvé son comportement étrange. Cependant, Hibiki consulta sa carte et confirma qu'un loup se trouvait bien dans la forêt. Ils décidèrent donc de partir à sa poursuite. Après un moment, ils finirent par retrouver la trace du loup. Ils étaient sur le point de l'attaquer. Mais soudain, Seppo avertit Hibiki qu'il était en danger. Lorsqu'il regarda sa carte, il vit que des dizaines de loups les entouraient de tous côtés. Quelques instants plus tard, l'un d'eux attaqua et lacéra l'épaule de Hibiki. La responsable de cette embuscade n'était autre qu'Hiver. Elle était perchée dans un arbre à proximité, contrôlant les loups à distance. Elle ne comprenait pas comment Claude avait pu récupérer ses membres ou se débarrasser d'une partie de sa malédiction. Mais cela n'avait plus d'importance. Tant que ces loups le dévoreraient vivant, tout irait bien. Pendant ce temps, Liliane tenta d'utiliser une potion de soin pour guérir Hibiki. Mais, pour une raison inconnue, cela ne fonctionnait pas. À ce rythme, il risquait de mourir d'une hémorragie. Ven lui conseilla alors d'utiliser un sort de maintien pour stopper temporairement le saignement. Mais ce n'était qu'une solution provisoire. Il devait trouver un moyen de le soigner rapidement. Claude prit alors une décision. Il demanda à Liliane de ramener Hibiki en ville. Il était certain que Bowles pourrait les aider. Mais Liliane hésitait à le laisser derrière. Claude la rassura. Il pouvait se débrouiller seul. Mais s'il ne faisait pas sortir Hibiki d'ici immédiatement, il mourrait à coup sûr. Liliane finit par céder à contre-cœur. Elle invoqua un golem de terre en forme de lion pour porter Hibiki et l'emmener hors de la zone, en direction de la ville. Pendant ce temps, Claude restait en arrière pour couvrir leur fuite. Mais très vite, il remarqua quelque chose d'anormal. Il s'attendait à ce que les loups poursuivent Hibiki et Liliane. Pourtant, il ne semblait pas s'intéresser à eux. Tous se concentraient uniquement sur lui. En observant plus attentivement l'un des loups, Claude comprit immédiatement. Leurs yeux n'étaient pas naturels. Ils étaient contrôlés. Et une seule personne lui vint à l'esprit, Anastasia. Pendant ce temps, du côté de Liliane, la situation ne s'améliorait pas. Alors qu'elle avançait vers la ville avec Hibiki, un autre groupe de loups surgit soudainement et se mit à les poursuivre. La situation était critique. Ils n'auraient jamais le temps d'atteindre la ville dans cet état. Liliane changea donc de direction et se réfugia dans une grotte proche. Une fois à l'intérieur, elle utilisa la magie de la terre pour sceller l'entrée. Mais les loups commencèrent à attaquer la barrière, utilisant des lianes et une force brute pour la fissurer peu à peu. Ils étaient piégés. Liliane tenta alors de les repousser avec de la magie du vent, mais son endurance diminuait rapidement. Elle ne tiendrait pas longtemps. Pendant ce temps, Hibiki était allongé au sol, incapable de bouger. Son corps refusait de répondre. Il demanda à Seppo de scanner son état. La réponse tomba rapidement. Il avait été empoisonné lors de l'attaque. C'était la raison pour laquelle il ne pouvait plus bouger et pourquoi les soins avaient échoué. Hibiki demanda alors un sort de guérison. Mais Seppo lui répondit que son corps et son esprit étaient trop affaiblis pour lancer un tel sort pour le moment. L'activation prendrait du temps. Mais Hibiki n'avait pas ce luxe. Liliane luttait déjà au bord de l'épuisement. Claude combattait seul à l'extérieur. Et lui, il ne pouvait rien faire. Cette impuissance le frappa de plein fouet. Alors, il serra les dents, et il força son corps, encore et encore, refusant de rester inutile. Son désir de se relever était si intense que le système réagit.
Sapo informe Hibiki que son niveau de job vient de passer brusquement du niveau 5 au niveau 15. Grâce à cela, Hibiki peut désormais lancer le sort Hypercure, qui élimine le poison de son organisme. Une fois rétabli, sa première intention est d'aider Liliane. Mais Sapo lui dit rapidement d'utiliser plutôt le sort d'invocation de bête sacrée. À cet instant, un immense tigre blanc apparaît devant eux. Il s'agit de Ven sous sa véritable forme, Venizelion, la bête sacrée de la foudre. Avec une puissance écrasante, il anéantit tous les loups restants en un seul instant. Après le combat, Hibiki le regarde avec surprise et lui demande si c'est vraiment sa forme réelle. Ven explique que le sort d'invocation utilisé par Hibiki lui a permis d'accéder temporairement à sa pleine puissance, mais seulement pour un court instant. Hibiki décide immédiatement d'aller sauver Claude. Il demande à Sapo s'il peut invoquer Ven à nouveau, mais Sapo lui répond que le sort possède un long temps de recharge et ne peut pas être réutilisé tout de suite. Hibiki serre les poings. S'il en est ainsi, il devra agir par lui-même. Ven l'avertit alors. Le monstre qu'ils ont affronté auparavant est un loup diamant argenté, une créature largement au-dessus du niveau actuel de Hibiki. Mais Hibiki refuse d'abandonner Claude. Il sait que Claude leur aurait demandé de fuir pour survivre, mais lui aussi veut le protéger en retour. Liliane est entièrement d'accord. À ce moment-là, Sapo informe Hibiki qu'il a désormais accès à quelque chose appelé le bâton du dieu de la médecine. Cet objet est capable de soigner complètement toutes les formes de vie dans une certaine zone. Cependant, il comporte plusieurs effets secondaires encore inconnus. Avant même que Sapo ne puisse terminer ses explications, Hibiki active déjà la compétence. Une vague de lumière se répand autour d'eux. Hibiki et Liliane sont entièrement guéris. Depuis le sol, une pousse germe puis se transforme rapidement en arc. Hibiki le saisit. Dès qu'il le touche, une notification apparaît. Il a obtenu la compétence tir spirituel. Il reconnaît immédiatement cette technique. C'est la même que celle utilisée par Amalia autrefois. Il bande l'arc instinctivement. Une flèche se forme parfaitement dans sa main. Cette fois, il n'échoue pas. Pour la première fois, Hibiki peut réellement se battre par lui-même. Et il prend sa décision. Ils partirent tous à toute vitesse à bord de l'un des golems lions de Liliane. Cependant, alors qu'ils se dirigèrent vers Claude, le scan d'Hibiki détecta 3 groupes différents de loups avançant vers eux depuis 3 directions distinctes. Ils ne pouvaient pas se permettre de perdre du temps s'ils voulaient sauver la vie de Claude. Mais s'ils ignoraient les loups pour continuer leur route, ceux-ci finiraient simplement par les encercler par derrière. Hibiki proposa alors de tous les éliminer d'un seul coup. Il commença par viser les loups qui se trouvaient devant eux. Même si son arc augmentait énormément sa précision, il lui restait difficile de viser correctement puisqu'il voyait à peine ce qui se trouvait devant lui. Heureusement, Sapo trouva une solution et conseilla à Hibiki d'utiliser la capacité Heal Expert en combinaison avec son arc. Lorsqu'il essaya, cela lui donna pratiquement une visée automatique. Tant qu'il identifiait clairement la cible qu'il voulait toucher, ses flèches ne pouvaient plus manquer leur cible. À chaque tir, toutes ces flèches atteignaient directement la tête des loups. Hibiki était honnêtement un peu effrayé par l'efficacité meurtrière de cette capacité, mais il n'avait pas le temps de s'en préoccuper maintenant. Il restait encore 2 groupes de loups approchant sur les côtés. Ven demanda alors à Liliane d'utiliser sa magie pour s'en occuper. Elle accepta immédiatement et lança un puissant sort de lame de vent qui anéantit le premier groupe de loups. Ensuite, elle enchaîna avec un sort de bois qui empala le second groupe de loups les uns après les autres. Tous les loups avaient désormais été éliminés, et plus rien ne les empêchait d'atteindre Claude. Vane expliqua alors que les loups eux-mêmes n'étaient pas à l'origine de cette stratégie. Tout cela était l'œuvre du loup argenté diamant qui les dirigeait. Hibiki demanda alors si cela signifiait que ce loup était responsable de toute cette situation. Mais Ven n'en était pas certain. Il soupçonnait plutôt que la femme qu'ils avaient rencontrée plus tôt était en réalité la véritable coupable. Après tout, ils ne se seraient jamais autant enfoncés dans la forêt, ni tombés dans ce piège si elle ne les avait pas guidés jusque-là. Et pour une raison étrange, Veni avait l'impression d'avoir déjà vu son visage quelque part auparavant. Elle déclara à Bertia qu'elle ne pourrait jamais la remplacer, simplement parce qu'elle était la demoiselle du destin. Cécile remarqua clairement l'expression effrayée de Bertia. En entendant les mots « demoiselle du destin », il se demanda s'il existait une raison particulière pour laquelle lui et l'héroïne étaient censés finir ensemble.
Eronia continua à délirer en affirmant que ce monde existait uniquement pour lui permettre à elle seule de briller et que le prince de Bercia finirait un jour par devenir le sien. Bercia s'excusa soudainement avant de s'effondrer, poussant tout le monde à se précipiter vers elle. Assis à son chevet dans l'infirmerie, Cécile pensa qu'il aurait dû être plus attentif envers elle. La domestique lui expliqua que Bertia était anxieuse ces derniers instants et qu'elle n'arrivait plus à dormir depuis qu'elle avait été poussée dans les escaliers. Elle était bien trop précieuse pour qu'il puisse la perdre. L'une des rares choses capables de le divertir dans ce monde, il ne voulait pas la voir s'épuiser de cette manière. Bertia se réveilla alors en sentant la main de Cécile posée sur sa tête. Lorsqu'il lui dit que tout allait bien désormais, elle se sentit heureuse. Tout cela ressemblait à un doux rêve. Quand il annonça qu'il allait laisser les autres entrer, elle se ressaisit rapidement et leur permit d'entrer. Tous apparurent derrière le rideau, inquiets pour elle, ce qui la rendit confuse. Cécile lui expliqua que tout le monde était de son côté. Il ne voulait pas qu'elle porte seule tous ses soucis. Elle essuya rapidement ses larmes et déclara qu'elle allait faire de son mieux. Tout d'abord, pour comprendre pourquoi ils essayaient tous autant de lui remonter le moral. Cécile pensa alors que c'était exactement ce genre d'atmosphère qui devait entourer Tia. C'était précisément pour cette raison qu'il ne pouvait s'empêcher de continuer à l'observer. 2 mois plus tard, Bercia et le prince Sean annoncèrent l'ouverture du festival culturel de la division collège de l'Académie Hallam. Cécile était évidemment présent afin de regarder Bertia profiter du festival. Johanna l'accompagnait et lui faisait son rapport concernant Yaline. L'incident des escaliers était désormais traité comme une tentative de meurtre, et Yaline avait été enfermée dans une cellule pendant que ses autres crimes faisaient l'objet d'une enquête. Johanna admit qu'après avoir rencontré Bercia pour la première fois, elle s'était sentie mal à l'aise. Elle craignait que Cécile ne perde tout intérêt pour elle, mais après leur interaction lors du goûter, elle s'était sentie beaucoup plus rassurée. Elle trouvait même le Cécile actuel bien plus charmant que celui qu'il était autrefois. Cécile remarqua alors le stand de vote. Johanna expliqua que pour clôturer le festival le lendemain, les élèves allaient élire le meilleur couple. Cependant, Liliane parvenait encore à retenir le loup pour le moment, mais elle ne tiendrait pas longtemps. Hibiki devait donc absolument se dépêcher de soigner Claude. Il demanda au système d'analyser l'état de Claude et découvrit avec surprise que celui-ci était également infecté par le cerf du poison. Il commença donc par éliminer le poison présent dans son organisme. Pendant qu'il le soignait, Hibiki se demanda comment le loup avait pu empoisonner Claude, puisque cette créature ne produisait normalement pas le cerf du poison. Il scanna alors le corps du loup à travers le rideau de vent et découvrit que le loup lui-même était contaminé par le cerf du poison, ce qui expliquait pourquoi ses attaques transmettaient le poison aux autres. Mais Hibiki remarqua également autre chose. Le loup servait apparemment une femme nommée Anastasia. Ce nom lui semblait familier, mais il n'arrivait pas à se souvenir d'où. Puis soudain, il se rappela qu'Anastasia était justement la femme du passé de Claude qui l'avait trahi. Mais pour l'instant, Hibiki devait avant tout sauver Claude. Il tenta d'utiliser le sort Perfect Heal, mais un message d'erreur apparut, indiquant qu'il ne possédait pas assez de MP pour lancer ce sort. Toute la magie utilisée par Hibiki provenait des réserves de mana de Liliane. Mais comme celle-ci dépensait actuellement une énorme quantité de MP pour maintenir la barrière de vent, elle devait être presque à court d'énergie. Hibiki décida donc d'utiliser un simple sort de soin afin de refermer au moins les blessures mortelles de Claude. Une fois le traitement terminé, les blessures de Claude étaient guéries, mais il ne s'était toujours pas réveillé. Et pour aggraver encore la situation, Liliane avait complètement épuisé ses MP. Le rideau de vent disparut alors, et le loup s'apprêta immédiatement à attaquer de nouveau. Hibiki dégaina son arc et visa la créature, tout en sachant parfaitement que ses flèches ne pourraient pratiquement pas lui faire de dégâts. Mais il n'avait pas vraiment d'autre choix. Le loup chargea droit sur Hibiki, et comme prévu, sa flèche rebondit simplement contre le bouclier adamantin. Mais juste au moment où le monstre allait le déchiqueter, Claude se releva soudainement et arrêta le loup avec son poing. La force de Claude n'était pas suffisante pour dominer complètement la bête. C'est alors que Sapo activa la compétence mode éveil pour Hibiki, lui permettant de puiser dans le potentiel caché de Claude. Cela eut pour effet d'annuler pratiquement toute la malédiction et de rendre à Claude toute sa puissance. Avec sa puissance restaurée, Claude envoya le loup voler à plusieurs mètres d'un seul coup de poing. Puis il demanda à Hibiki de rester ici pendant qu'il allait achever ce loup.
Hibiki lui demanda comment il comptait faire cela alors qu'il avait perdu son arme. Mais Claude ouvrit simplement sa main et matérialisa sa véritable arme spirituelle. Il bondit ensuite dans les airs et activa l'une de ses compétences spéciales, Pointing Gravity. Cette technique liait pratiquement la cible et garantissait que, peu importe ses tentatives pour esquiver ou éviter l'attaque, la lance de Claude finirait toujours par la toucher. Une fois le loup immobilisé, Claude lança sa lance, pulvérisant complètement le monstre ainsi qu'une grande partie de la falaise. Lorsque la poussière retomba finalement, il ne restait plus que la tête du loup. En analysant celle-ci, Hibiki découvrit que le fragment d'âme corrompu d'Anastasia qui était lié au loup venait d'être libéré. Cela donnait l'impression qu'Anastasia était en réalité contrôlée plutôt que responsable de tout cela, ce qui troubla profondément Hibiki. À cet instant, il entendit une voix derrière lui le remercier de l'avoir libérée. Grâce à lui, elle ne serait plus forcée de commettre des actes maléfiques contre sa volonté. Elle s'excusa également pour tout ce qu'elle avait fait subir à Claude, ainsi que pour toutes les souffrances qu'elle lui avait causées. Mais désormais, il pourrait enfin vivre en paix. Après avoir prononcé ces paroles, elle disparut lentement. Quelques instants plus tard, Claude rejoignit Hibiki pour vérifier s'il allait bien. Hibiki répondit qu'il n'avait rien, mais demanda surtout si cela signifiait que la malédiction de Claude avait enfin été levée. Claude confirma qu'il ne ressentait effectivement plus les effets de la malédiction. Cependant, il ne pensait pas que cela durerait longtemps. Comme Claude l'avait prédit, Hibiki reçut peu après un message indiquant que la durée du mode éveil venait de prendre fin. La puissance de Claude fut donc de nouveau limitée. Claude expliqua alors à Hibiki qu'il y avait quelque chose dont il voulait lui parler. Il lui raconta toute l'histoire entre lui et Anastasia, ainsi que la manière dont elle l'avait trahi pour rejoindre ceux qui lui avaient imposé la malédiction. Mais cela ne signifiait pas qu'il pouvait lever la malédiction simplement en battant Anastasia, car ce n'était pas elle qui avait personnellement jeté ce sort sur Claude. Et il savait avec certitude qu'Anastasia était déjà morte, parce que c'était lui-même qui l'avait tuée de ses propres mains. Cependant, puisque Anastasia possédait la capacité de contrôler les monstres en utilisant des fragments de son âme, cela signifiait forcément que ces fragments avaient survécu. Claude s'excusa auprès d'Hibiki pour tous les problèmes qu'il lui avait causés. Mais Hibiki lui répondit qu'il n'avait aucune raison de s'excuser, car rien de tout cela n'était de sa faute. Cependant, au beau milieu de son discours, Hibiki s'évanouit soudainement à cause de l'énorme pression que l'utilisation de ses pouvoirs avait exercée sur son corps plus tôt. Quelque temps plus tard, Hibiki et les autres réussirent à rentrer chez eux. Pendant qu'ils faisaient une sieste, Sapo annonça que le niveau d'Hibiki était passé de 12 à 25. Lorsqu'Hibiki se réveilla, il découvrit qu'il avait dormi pendant un long moment, car l'utilisation du mode éveil avait énormément fatigué son corps. Il comprit alors qu'il devrait être extrêmement prudent la prochaine fois qu'il déciderait d'utiliser cette capacité. Pendant ce temps, dans le royaume des elfes, Emalia assistait à une réception royale lorsqu'elle croisa le roi. Celui-ci était très heureux de la voir, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne pour un événement de ce genre. Elle expliqua que son père l'avait rappelée au pays, raison pour laquelle elle se trouvait ici. Et justement, en parlant de son père, elle mourait d'envie de lui dire ce qu'elle pensait de l'avoir piégé pour revenir assister à cette fête ridicule. Quelques instants plus tard, le prince vint également saluer Emalia. Mais elle ne le reconnut absolument pas et lui demanda s'ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Le prince ne fut pas surpris qu'elle ne se souvienne pas de lui, puisque la dernière fois qu'elle l'avait vu, il n'avait que 10 ans. Il se présenta alors et lui expliqua qu'il s'appelait Vertilis et qu'il était le prince du royaume. Emalia se rappela enfin de lui et lui dit qu'elle était heureuse de le revoir. Mais Vertilis lui prit soudainement la main et commença à parler de sa beauté, tentant clairement de la séduire. Cependant, Emalia avait au moins 40 ans de plus que lui, donc de son point de vue, la situation était particulièrement gênante. Après un moment, le roi demanda l'attention de tous les invités présents à la réception et annonça que cette célébration avait pour but d'honorer les deux grands espoirs du royaume, Vertilis et Mélancoris. Il expliqua que même s'ils n'avaient tous les deux que 15 ans, ils avaient reçu les plus prestigieuses bénédictions possibles, celles de Héroche et celles de Sage. Et c'était une merveilleuse nouvelle pour leur pays, puisque le rôle du héros était de vaincre le roi démon.
Vertilis et Mélancoris allaient bientôt partir afin de commencer leur quête. Cependant, ils ne pourraient pas accomplir cette mission seuls. C'est pourquoi un groupe d'aventuriers avait déjà été réuni pour les accompagner. Emalia fut complètement prise au dépourvu par toutes ces nouvelles informations, car elle n'était absolument au courant de rien. Et tandis que le discours continuait, il fut annoncé que le premier membre du groupe serait Dogir, le plus grand guerrier du royaume, et que la deuxième membre serait Emalia. Tous les regards dans la salle se tournèrent alors vers elle, et chacun l'observa avec admiration, croyant qu'elle s'était portée volontaire pour rejoindre le groupe du héros. Mais justement, c'était bien là le problème. Emalia ne s'était jamais portée volontaire pour cette foutue mission. Et pour empirer encore davantage les choses, Vertilus annonça devant tout le monde qu'après avoir vaincu le roi démon, il comptait revenir afin de demander Emalia en mariage. Ce qui était presque encore pire. Maintenant que tout cela avait déjà été annoncé publiquement, il lui était impossible de refuser la mission. Alors, avant même qu'on ne l'appelle sur scène, Emalia prit la fuite. Pendant ce temps, de retour à l'auberge, Hibiki et les autres venaient tout juste de rentrer après le dîner. Ils étaient complètement rassasiés, car Tanya avait préparé un véritable festin afin de célébrer le rétablissement d'Hibiki. Une fois le repas terminé, Hibiki attira l'attention de tout le monde et leur annonça qu'il voulait continuer son voyage malgré tout, car il devait trouver un moyen de retourner dans son monde d'origine. Après tout, sa famille et ses amis s'y trouvaient encore. Mais cela ne voulait pas dire qu'il souhaitait abandonner Liliane et Claude derrière lui. Le temps qu'il avait passé avec eux était devenu extrêmement précieux à ses yeux. C'est pourquoi il déclara vouloir trouver un moyen de les emmener eux aussi dans son monde. Liliane fut extrêmement heureuse d'entendre cela, car cela signifiait qu'elle pourrait rester à ses côtés. Claude demanda alors à Hibiki comment il comptait accomplir une telle chose. Mais Hibiki avoua qu'il n'en avait absolument aucune idée. Il n'avait même pas encore trouvé comment retourner lui-même chez lui, alors encore moins comment emmener d'autres personnes avec lui. Cependant, Claude était persuadé qu'il finirait bien par trouver une solution un jour. Benny rappela alors à Hibiki qu'il devrait traverser le donjon du Nord s'il voulait atteindre Terradinus. Mais Hibiki le savait déjà. C'est précisément pour cette raison qu'il allait avoir besoin de l'aide de tout le monde afin d'y parvenir. Et tous lui assurèrent qu'ils seraient ravis de le soutenir. Quant à Emalia, elle était actuellement en train de se dépêcher de changer de vêtements et de quitter le royaume des elfes aussi vite que possible avant qu'on ne la force à rejoindre le groupe du héros.